Alors il y a plusieurs types d'accords. Des accords pour des échanges d'étudiants, c'est extrêmement important que nous puissions envoyer nos étudiants. Vous savez que l'horizon 2020 fixé par l'Europe nous oblige pratiquement, en tout cas fixe comme objectif, qu'un étudiant sur 5 qui a fait un cursus universitaire ait eu une période de mobilité. Et la mobilité en Amérique latine est quelque chose d'extrêmement important. Et puis bien sûr en échange, parce qu'on essaye, et dans les accords que nous avons signés, on a essayé d'équilibrer les étudiants incoming et les étudiants outgoing, donc des échanges d'étudiants, mais aussi des échanges de chercheurs, des recherches conjointes, et puis un type d'échange un peu particulier avec le Parlement andin. Parce qu'on développe à l'Université libre de Bruxelles un certain nombre d'études. On a créé un centre d'études parlementaires. Nous avons signé une convention avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous organisons d'ailleurs dans quelques jours un colloque avec le Parlement, avec un titre un peu provocateur, qu'est-ce qu'un bon parlementaire? Donc on travaille là-dessus, oui c'est tout un programme de recherche d'ailleurs aussi. On travaille avec l'Université d'Édimbourg et le Parlement écossais, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un Parlement qui a fait beaucoup parler de lui récemment. Donc ce sont des études importantes, comment la démocratie s'exprime à travers le travail parlementaire, et le Parlement andin a évidemment un statut un peu particulier parce que c'est un parlement supranational qui s'apparente d'une certaine manière aussi à notre parlement européen. Donc voilà un type d'accord qui est un tout petit peu différent des accords traditionnels avec les universités. Alors, je suis un fervent défenseur de ces missions mixtes entre entreprises et monde académique, parce que je pense que les deux mondes s'épaulent réciproquement. Je crois qu'il est important pour des entrepreneurs aussi de voyager avec des académiques, de montrer que la recherche est très dynamique en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Et c'est très important pour des académiques d'être en contact avec des entrepreneurs qui parfois d'ailleurs viennent de nos universités et créent soit des spin-offs, soit des entreprises tout à fait traditionnelles. Donc c'est une manière de décloisonner ces deux mondes qui sont de moins en moins séparés, mais quand même encore un tout petit peu. Et donc ces missions, on a souvent des liens plus faciles à l'étranger qu'on l'a en Belgique, et donc ces missions servent aussi à renforcer ces liens, à renforcer aussi les liens entre les universités. Je suis très heureux que les 6 universités francophones belges participent à cette mission. C'est peut-être un des effets de la nouvelle Académie de recherche et d'enseignement supérieur, la RES, qui se présente de manière cohérente. Et c'est vrai que ça nous ouvre des portes, parce que quand vous vous présentez seul face à une université étrangère, bien sûr on vous reçoit, mais on ne vous reçoit pas nécessairement par les autorités vraiment importantes de l'université. Quand on est 6, alors il y a l'effet du nombre évidemment. Première chose très importante en Amérique latine, c'est cette division division ou en tout cas cette répartition entre les universités d'État et les universités privées. Donc ça c'est un schéma qu'on a à peu près dans toute l'Amérique latine, ça c'est important. Et puis une structuration qui est parfois plus proche du système américain que du système de Bologne, donc des undergraduates qui correspondent à peu près à notre premier cycle, mais qui dure 4 ans ou 5 ans, et puis un master qui est parfois suivi après une expérience professionnelle. Donc on a quand même des types d'enseignement assez différents, une structure des parcours différents, et pour nous c'est extrêmement important de bien comprendre le fonctionnement de cela pour savoir à quel niveau on va opérer les échanges d'étudiants. Pas nécessairement au niveau des masters, ou en tout cas ça peut être les dernières années de leur premier cycle et nous, nos masters. Mais voilà, donc ça c'est deux particularités importantes. Ensuite, il y a un défi majeur des universités d'Amérique latine de manière générale, de Colombie en particulier, c'est le faible nombre de docteurs qui enseignent. Alors chez nous, c'est une règle presque sacro-sainte d'avoir obtenu son doctorat pour être professeur. Ici, la moyenne est autour de 18% des professeurs qui ont un doctorat. Dans certaines universités, on en visitait une ce matin, sur
taux peut monter jusqu'à 70%, mais ça reste très rare. Donc il y a un grand défi de ces universités d'avoir des professeurs qui ont le niveau du doctorat, et en ça aussi on peut les aider. Et je pense que notre rôle est aussi de structurer nos relations au niveau des thèses, au niveau du PhD, et d'avancer comme cela sur le chemin de la recherche.